Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 3 février 2026. J'ai le grand plaisir de recevoir de nouveau quelqu'un qui est bien connu de nos adhérents, de nos sympathisants, à la fois parce que je l'ai déjà invité sur UPR TV, mais aussi parce qu'il a eu la gentillesse de venir à plusieurs reprises à nos universités d'automne de l'UPR, et parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole, toujours, tout le monde s'arrête de parler parce qu'il dit toujours des choses qui sont très intéressante, il a une analyse vraiment très percutante de l'actualité. Je veux parler de John Lofland. Bonjour John. Bonjour François. John, je parle sous votre contrôle, est d'origine britannique. Il n'a pas la nationalité française. Je crois savoir que ça lui a été refusé. Oui. On ne la donne pas à tout le monde. On ne la donne pas à tout le monde. Il est vrai qu'il n'est diplômé que d'Oxford, que c'est un universitaire de renom, qu'il a été un des pères spirituels, on peut dire quand même, du Brexit, qu'il a écrit un ouvrage en anglais qui s'appelait The Tainted Truths, c'est-à-dire ça a été traduit, à mon avis pas très bien traduit d'ailleurs en français, le titre, ça s'appelle la liberté des nations. C'est en fait, ça aurait été plutôt les sources pourries de la construction européenne, le bon titre. Il a été également, je crois, dans une université en Allemagne, à Munich, je crois. Il a participé à beaucoup d'articles de journaux dans la presse britannique, avec évidemment toujours le regard euro-critique. Il a été tout à fait en faveur du Brexit. Et puis, parmi les activités qu'il a, il travaille depuis quelques années maintenant auprès notamment de Thierry Baudet, qui est un responsable politique néerlandais qui avait connu une poussée fulgurante il y a une dizaine d'années, je crois, et puis c'était un peu retombé, puis là ça remonte. Donc on aura peut-être l'occasion aussi de parler de Thierry Baudet. Alors merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Je précise aussi, bon, il vit en France depuis très longtemps, qu'il a un français admirable. Voilà. Vous le savez tous. John, si on parlait de la situation mondiale, déjà, oui. Pour commencer, comment vous voyez ce début 2021 avec quand même cette espèce de surmédiatisation de Trump, avec les différents théâtres de conflits, que ce soit l'Ukraine, l'Iran, le Venezuela, le Groenland, peut-être Cuba, peut-être Taïwan, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Comment vous voyez ça ? Alors, tout d'abord, je dis souvent que Trump est illisible et que j'ai du mal à interpréter la situation. Vous savez, j'aime beaucoup les explications simples. Nous parlions du rasoir d'Occam tout à l'heure. Et je me penche toujours pour les explications simples, mais j'ai beaucoup de mal à en trouver quand Trump est concerné, quand il s'agit de Trump. Je pense que cette surmédiatisation, ça fait partie de sa stratégie, ce que Naomi Klein appelait il y a une vingtaine d'années la doctrine du choc, la stratégie du choc. C'est-à-dire, et il le dit aussi dans son livre à lui, c'est-à-dire qu'on fait des déclarations absolument extravagantes, impossibles, qui désorientent tout le monde, et même pas que des déclarations, aussi des actes, dont l'objectif est de déstabiliser tout le monde pour ensuite ramasser, n'est-ce pas, ce que l'on peut des ruines qu'on a soi-même créées. Nous l'avons vu avec Gaza, avec le Conseil pour la paix qui est censé récupérer et puis faire de l'argent, n'est-ce pas, des ruines de Gaza. Nous le voyons avec le Venezuela, avec l'opération spectaculaire à Caracas. Nous le voyons avec des menaces répétées, par exemple, contre l'Iran. On ne sait jamais si c'est du sérieux ou si c'est simplement pour désorienter les gens. Donc, devant lui, il est difficile de dire clairement ceci ou cela, sauf que c'est quelqu'un qui est pressé. Je pense qu'il faut surtout dire cela. C'est un homme. Nous le savons, la présidence américaine, c'est un pouvoir limité. Tout le monde sait que la Constitution américaine est basée sur cela, et limité par les autres contre-pouvoirs, mais aussi limité dans le temps, puisque typiquement un président n'a que 2 ans avant les élections, n'est-ce pas, du Congrès qui se font tous les 2 ans. Donc il est pressé, donc il faut, et il sait depuis son premier mandat qu'il doit aller vite, d'où justement cette superenchérie, n'est-ce pas, du choc permanent. Trotsky parlait de la révolution permanente, chez Trump c'est le choc permanent. Alors ça, c'est une chose, mais ensuite, je pense que malgré tout le brouhaha qu'il crée, il me semble néanmoins vrai que le monde est en train, mais je ne suis pas la première personne à le dire, est en train de séparer en centres avec, oui, les États-Unis, bien sûr, qui restent une hyperpuissance, mais bien évidemment avec la Chine et la Russie et le BRICS qui sont en train d'émerger comme un contre-pouvoir. Et bien évidemment,
l'importance de la guerre en Ukraine, ce n'est pas à nos spectateurs que je l'apprendrai, c'est que dans cette guerre, malgré sa lenteur, malgré son issue encore inconnue, il me semble assez difficile de contester que la Russie s'est montrée comme la première puissance ou l'une des premières puissances militaires du monde. D'autant plus qu'elle fait face, nous le savons, non pas seulement à l'Ukraine, mais au contraire à toute l'Alliance Atlantique. À 31 États, oui. À 31 États. Dont 3 puissances nucléaires, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. C'est ça. Et au tout début de la guerre, à Amsterdam d'ailleurs en juillet 2022, je parlais de fiction et de vérité. Et la guerre, n'est-ce pas, la guerre qui est père de toute chose, la guerre est un moment de vérité. C'est là où les paroles cessent, les narratifs n'ont plus aucun intérêt. C'est la force qui dicte l'issue. Et bien sûr, depuis le début de la guerre, l'Occident veut nous faire croire et veut se convaincre que nous, les Occidentaux, sont plus puissants. Le fameux effondrement de l'économie russe prophétisé et appelé de ses voeux par Bruno Le Maire en mars 2022. Et organisé par Bruno Le Maire. Voilà. Tout cela, bien sûr, se montre un discours parfaitement vain. Et bien au contraire, c'est nous qui sommes en déclin vertigineux, structurel, systémique, tandis que les autres pôles du monde sont en pleine croissance. Chine, mais même les États-Unis, et bien sûr la Russie, BRICS, etc. Voilà, donc c'est un peu l'achèvement presque, alors l'histoire n'est pas linéaire, mais très certainement depuis la Seconde Guerre mondiale, où les puissances périphériques à l'Europe ont pris le dessus, États-Unis, Union soviétique, mais d'une certaine façon aussi depuis la Première Guerre, nous sommes, je crois, en train d'observer l'achèvement de ce grand bouleversement géopolitique qui fait que l'Europe n'est plus du tout au centre du monde. L'Europe n'est pas à la table, elle est sur la carte. Ah oui, elle est avec, la proie des appétits des convives. Je pense à ces gravures 19e. Oui, on se partageait l'Empire ottoman. C'est un peu l'homme malade du monde, en fait, l'Europe. Oui, mais notre déclin est extrêmement préoccupant. Alors, il y a des gens qui disent, en France notamment, que c'est toujours la même histoire. Justement, ça se passe tellement mal qu'il faut faire plus d'Europe. Ça fait 68 ans que ça va mal, que ça... D'ailleurs, je ne sais pas... On juge d'un arbre à ses fruits, c'est ce qu'on lit dans les Saintes Écritures. Donc normalement, après 68 ans de construction européenne, on devrait quand même avoir... Et on est dans un univers où on a des complaintes, il faut que l'Europe se réveille, il faut que l'Europe ci, il faut que l'Europe ça, il faut qu'elle... Mais tout ça, c'est toujours, en tout cas en France, des Français qui parlent aux Français sur ce que doit devenir l'Europe. Jamais ils ne s'intéressent à ce que pensent les 26 autres. Alors, parmi les arguments des européistes, il y a à la fois cette nécessité, paraît-il, on ne pourrait pas être tout seul face aux grands de ce monde, ce qui fait bon marché finalement de pays comme la Suisse, la Norvège, l'Islande, qui se portent très bien en définitive, sans compter Singapour, Taïwan, la Corée du Sud. Mais il y a aussi un argument qui revient régulièrement, c'est regardez le Brexit, ça marche pas du tout, et d'ailleurs les Britanniques voudraient revenir en Europe. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, John ? Alors ça c'est un mensonge tout simplement, pour une raison très simple, c'est qu'on ne parle plus du Brexit au Royaume-Uni. Cela a été un psychodrame, un drame politique profond qui a duré 4 ans pour la partie la plus intense, entre 2016 et 2020. Les 4 ans qui ont séparé le référendum de juin 2022 à la sortie définitive en fin janvier 2016 pour le référendum et 2020 pour la sortie définitive. Le 31 janvier 2020. Il a fallu 4 ans de lutte politique très très intense. C'était une épopée en fait cette histoire, puisque le Brexit aurait pu ne pas se faire. Tellement l'establishment voulait l'empêcher, voulait faire un deuxième référendum, voulait ne pas quitter le marché unique, ne pas quitter l'union douanière, etc. Mais en fait, la question européenne ou la dispute, la lutte autour de l'Europe dure depuis bien plus longtemps. Ça remonte à l'adhésion en 1973
Ça n'a pas été le premier sujet à certains moments, mais à différents moments pendant les 47 ans d'adhésion, eh bien, cette question a souvent divisé en 75 lors du premier référendum, en 88 lors du discours de Bruges de Madame Thatcher, pendant les années 90 au moment de Maastricht, et ainsi de suite. Et tout simplement, aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a, oui, des gens dans le Parlement, les libéraux-démocrates, par exemple, qui en parlent, mais c'est assez minoritaire. Vous avez évoqué plusieurs choses dans votre question. Il faut savoir, mais je pense que nos spectateurs le savent, que ce discours, on va dire, politique, ce discours comme quoi l'Europe nous rendra plus forts, comme quoi l'union fait la force, comme quoi, voilà, avec l'Europe nous serons indépendants, nous serons autonomes et tout. Et puis l'Europe, c'est la paix. Voilà, l'Europe, c'est la paix, mais il y a aussi en France ce discours très présent, qui est bien sûr celui d'Emmanuel Macron, mais pas que lui. Comme vous dites, c'est comme des décennies qu'on nous dit cela. C'est un discours purement français. Mais vous le savez, les Allemands ne parlent pas de l'Europe comme cela. Les Allemands ne disent jamais « nous voulons être autonomes ou indépendants des Américains ». Les Italiens non plus. Donc la France est dans une minorité d'un pays quand elle parle comme cela. Et bien sûr, les Britanniques, quand ils étaient membres, ne voulaient en aucun cas entendre parler d'une quelconque autonomie. Ce sont au contraire des colonies américaines, colonies concrètement parlant, puisque avec des troupes américaines sur leur territoire, avec des bases très importantes. Et donc ce discours-là n'est tout simplement une arnaque pratiquée par une classe politique parasite, qui est parasite sur l'Europe, qui affaiblit, qui bien loin de rendre l'Europe plus forte, elle l'affaiblit puisqu'elle remplace la politique par un discours complètement vide de sens. On nous sort en effet dernièrement, la semaine dernière, pour la énième fois, n'est-ce pas, cette histoire de l'Europe à géométrie variable, voilà, la coalition des volontaires pour un engagement militaire, ceux qui ne veulent pas resteront de côté, voilà, alors que ceux qui veulent, etc. Mais cette histoire-là, on nous l'avait sortie au tout début, et c'était en 1994, à l'époque c'était des Allemands, Kern-Europa, l'Europe du noyau dur. Donc ça remonte à il y a 30 ans, cette histoire. Oui, il y avait l'Europe des cercles concentriques de Balladur avait sorti ça. Oui, Lamers, un type qui s'appelait Lamers. Lamers, absolument. En 94, ça remonte à il y a 30 ans maintenant. Oui. Et donc ce sont des discours qui n'ont en fait aucun rapport à la réalité. Ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de renforcer le pouvoir, je répète, parasitique de Bruxelles sur l'ensemble des pays européens. C'est une justification de pouvoir pour les personnes concernées, c'est tout, qui n'a, je souligne, aucun rapport à la réalité. Puisque si l'Europe devait, par malheur, elle l'est déjà, mais si elle devait être vraiment unie politiquement et gouvernée par une seule entité politique, elle exploserait. Nous le savons, l'histoire de l'Europe nous le montre. L'histoire de l'Europe ne correspond absolument pas à cette unité dont rêveraient, n'est-ce pas, les fédéralistes. L'Europe, au contraire, a toujours été divisée en nations. En utilisant et en exploitant la force de ces nations indépendantes, qu'elle peut être forte, mais unie, elle va exploser, elle sera affaiblie. Alors, vous imaginez que je suis parfaitement d'accord avec vos analyses, mais néanmoins, on a l'impression d'une classe qui veut forcer le destin et qui est prête à tout consentir au coup d'État successif que fait Mme von der Leyen. Oui. Mme von der Leyen qui s'échappe des traités européens. Elle crée un poste de commissaire européen à la défense. Alors que la défense ne fait pas partie des pouvoirs de la Commission européenne. Elle signe, des accords de défense avec l'Inde. Elle signe des accords de défense avec l'Inde. La Commission européenne fixe la politique migratoire. Bon, ça, c'est depuis le traité d'Amsterdam. Mais les Français, le sujet de l'immigration est un sujet explosif dans plusieurs États de l'Europe de l'Ouest, et notamment en France. Enfin, en France, je vois que nous avons des opposants comme Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Mme Knafour, Mme Marion Maréchal, qui ne disent jamais que les politiques migratoires ont été transférées à la Commission européenne depuis le 1er janvier 1999 par le traité d'Amsterdam,
ça va quand même faire 27 ans. Ça fait 27 ans. Et l'espace Schengen exerce un effet d'aspirateur sur les immigrés, puisque s'il n'y a plus de frontières intérieures, vous pouvez atterrir à Lampedusa et vous êtes demain en Allemagne. Et la politique officielle étant de 4 millions de migrants de plus chaque année. Oui. Et les migrants d'origine francophone, ils arrivent, même s'ils arrivent à Lampedusa ou en Hongrie, ils vont se précipiter évidemment en France, parce qu'ils en parlent la langue, ils ont des réseaux, des familles, des trucs qui sont déjà installés. Donc, et tout ça est fait alors moi, ce qui me fascine et m'horrifie et me désole, c'est que ça fait bientôt 19 ans que j'essaie de porter la bonne parole. Je lis sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur des journaux. Il y a quand même... Mais l'écrasante majorité des Français n'a toujours pas compris qui prend les décisions en France. Je vois des gens qui disent qui a décidé de faire entrer des migrants. Macron, c'est les socialistes, c'est les islamo-gauchias. C'est incroyable. Macron, demain, ça serait n'importe qui. Nous sommes pieds et poings liés devant la politique de l'Union européenne. Comment s'est perçu tout ça au Royaume-Uni ? Alors, je suis évidemment d'accord avec vous sur l'espace Schengen et sur le traité d'Amsterdam. Il est vrai que la politique migratoire de la France est contrôlée par l'Union européenne. Ça, c'est vrai. Malheureusement, le cas britannique, l'expérience britannique des 4 dernières années, puisque nous sommes en 2026, le Brexit ayant été acté en 2020, donc ça fera bientôt 6 ans. Ça fait 6 ans. Depuis la sortie de l'Union européenne, hélas, le taux d'immigration a explosé, le taux d'immigration au Royaume-Uni. Depuis le début des années 2000, cela tournait aux alentours de 600 000 par an, avec un solde migratoire de 600 000 par an. C'est 2 ou 3 fois plus important que la France, depuis 20 ou 25 ans. En 2023, le nombre d'arrivées au Royaume-Uni s'élevait à 1,4 million. 1,4 million en un an. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des centaines de gens qui traversent la Manche dans des bateaux gonflables, avec ce qui fait des milliers d'arrivées par semaine. Tout cela est clairement voulu. C'est une politique qui est voulue. Boris Johnson, l'ancien Premier ministre, l'a avoué. Il a expliqué devant les caméras qu'après le Covid, quand ils avaient fait beaucoup trop de dettes et de création monétaire, eh bien, le ministre des Finances lui a expliqué qu'il fallait faire de l'immigration supplémentaire pour pousser les salaires vers le bas pour lutter contre l'inflation. Donc il y a un lobby immigrationniste économique des grandes sociétés et bien sûr d'une certaine gauche. Nous l'avons vu dans la bouche d'une jeune Espagnole il y a 2 ou 3 jours. Elle disait, oui, nous voulons remplacer les fachos, en gros, en naturalisant 500 000 immigrés en Espagne, justement pour ne plus avoir la droite ou l'extrême droite en Espagne. Donc c'est une politique qui est voulue. Alors oui, bien sûr, la France ne pourra jamais corriger cela sans le Frexit, ça c'est absolument certain. Mais même avec le Frexit, malheureusement, il y aura toujours un lobby immigrationniste. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Parce que les gens disent, regardez le Brexit. Je dis, oui, mais le Brexit a été mené par des gens qui n'en voulaient pas, en fait. A été conduit. La politique Il aurait normalement fallu que, après le référendum, la logique eût voulu que ce soit Nigel Farage qui devint Premier ministre. Comme je dis souvent en France, c'est comme s'il y avait eu un référendum sur le Frexit, qu'il ait gagné, et que ce soit Macron et le Cornu qui mènent le Frexit. C'est ça. Donc le fait de sortir de l'Union européenne ne garantit pas d'avoir des gens qui vont défendre les intérêts nationaux. C'est ça. Parce que les personnes au pouvoir, le gouvernement au pouvoir, n'a pas, avant l'arrivée en tout cas au pouvoir de Boris Johnson, n'a pas voulu. Ils l'ont fait à contre-cœur. Les conservateurs, Mme May, c'est elle qui devait acter le Brexit. Elle avait voté contre, elle avait voté pour le maintien. Et Keir Starmer, on peut dire que c'est finalement la même veine de dirigeants que Macron, que Merz, que... Oui, il est très proche. Il est un peu moins proche de Macron que Blair, mais il est un peu dans le même moule. Je ne sais pas à quelle personnalité française on pourrait le comparer. C'est un avocat, c'est quelqu'un qui a travaillé comme procureur, avocat donc très proche de l'État, très intégré dans le dispositif étatique. Un homme qui vient de l'extrême gauche, mais surtout avec bien sûr un sionisme très prononcé, un atlantisme très prononcé. C'est un produit de l'État profond, si vous voulez. C'est aussi simple que ça.
Ceci dit, je mettrai l'accent sur une chose. En France et en Angleterre, des deux côtés de la Manche, il y a cette fâcheuse habitude de croire tous les maux de l'autre. En Angleterre, depuis des décennies, on pense que la France va s'effondrer, et là, la France pense que l'Angleterre va s'effondrer, n'est-ce pas? Donc il y a cette méfiance mutuelle. Et puis, des deux côtés, on affirme qu'il y aurait des différences radicales entre les deux pays. Je vous dis qu'au contraire, malheureusement, le Royaume-Uni, son économie, sa politique, elle est très européenne. Elle est il n'y a absolument il y a des nuances, bien sûr, mais elle est très, très proche du reste de l'Europe, avec toutes les faiblesses dont souffre notre continent. Imposition absolument terrifiante, État obèse, surréglementation, faible croissance, etc. Le même politiquement correct, sans doute plus fort encore qu'en Angleterre qu'en France, mais les mêmes courants, nous sommes touchés par exactement les mêmes courants. Il y a concrètement, en France, on s'imagine que l'Angleterre serait un paradis libre, échangiste, n'est-ce pas, avec une politique libérale, avec une imposition faible, etc. Il n'en est absolument rien. Nigel Farage, en ce moment, est bien porté par les sondages. La prochaine élection générale, c'est en 2028 à peu près. Alors, les dernières législatives ont eu lieu en 2024. Le Parlement, normalement, dure 5 ans. Mais typiquement, on convoque les élections un an plus tôt. Donc, nous pouvons penser que ça aura lieu en 2028 ou plus tard en 2029. Et vous pensez qu'à cette occasion, ça pourrait être le crépuscule? Alors, nous sommes donc à 2 ans au moins, ou à 2 ans et demi. Et beaucoup de choses peuvent se passer en 2 ans. Mais actuellement, oui, les sondages sont extrêmement favorables à Farage, lui donnant même une majorité absolue à la Chambre des communes, ce qui serait un événement absolument remarquable, puisque si c'était le cas, il faut supposer qu'il gagnerait cette majorité aux dépens du Parti conservateur. Et si en effet, comme je le pense, le Parti conservateur est évacué et éradiqué de la scène politique britannique, eh bien, il faut remonter à il y a un siècle pour trouver un autre moment où un parti au pouvoir depuis très longtemps a été évincé. C'était le cas des libéraux en 1924, qui avaient été au pouvoir alternativement avec les conservateurs pendant tout le 19e siècle, et même au 17e, en fait, leurs origines remontent au 17e siècle, donc ça arrive une fois par siècle, disons les choses comme ça. Alors, ça semble possible. Je pense aussi que la gauche, donc si nous mettons les conservateurs à droite et les travaillistes à gauche, il est possible aussi que le même phénomène se produise à gauche et que le Parti travailliste en sorte très affaibli. Il y a un candidat du Parti vert en Angleterre qui actuellement se fait beaucoup parler de lui, très doué en communication. Donc nous pourrions peut-être observer le même phénomène qu'en France aux législatives de 2024, où les partis, on va dire, un peu plus radicaux, je pense à LFI et au RN, ont gagné, n'est-ce pas, par rapport au centre qui se rétrécit. Les évolutions sociétales au Royaume-Uni ne sont pas brillantes, pas plus qu'en France d'ailleurs. On a un peu le sentiment que l'ensemble de l'Occident a perdu sa boussole. Et je ne peux pas ne pas évoquer avec vous les dossiers Epstein qui viennent de sortir au moment où on parle. Tout le monde ne parle plus que de ça. Enfin, non, sur les réseaux sociaux. Sur les grands médias français, il y a quasiment un blackout ou à part quelques petites informations. L'affaire Epstein, donc, d'abord, ça concerne directement certaines personnalités britanniques. Oui. Mais qu'est-ce qu'on en dit donc en Angleterre ? Alors, on en parle, j'ai l'impression que les gens en parlent beaucoup. En partie, oui, parce que le prince Andrew est concerné. Un ancien ministre, ancien commissaire européen, Peter Mandelson, est concerné. Ami très proche du Premier ministre, que le Premier ministre avait nommé ambassadeur à Washington et qui a quitté en disgrâce même avant la dernière publication de ses papiers. C'est une affaire qui est tellement immense qu'il est difficile d'avoir une vision claire, puisque de toute façon, je n'ai pas lu je ne sais pas combien ils sont, les millions de pages, je ne prétends pas les avoir lus, mais je vois bien sûr des extraits ici et là.
il semble évident en tout cas probable que Epstein pratiquait une forme de chantage, qu'il attirait les gens sur son île pour les mettre dans des situations compromettantes, c'est le moins que l'on puisse dire. La seule chose que je puisse vous dire, que vos spectateurs ne connaissent peut-être pas, c'est que dernièrement, les médias ont commencé à mettre ça sur le dos des Russes. Epstein aurait été un agent russe, alors que tout le monde dit depuis des semaines et des mois et des années que c'est un agent israélien et américain qui agissait, et dont la fortune d'ailleurs venait de ces sources-là, mystérieuses. Et voilà qu'on nous sort une énième fois, tout est la faute à Poutine. Où est la preuve? Eh bien, puisque beaucoup des filles étaient russes. Voilà. C'est absolument grotesque, mais ça montre la capacité pour des médias anglais d'induire les gens en erreur. Non capacité, mais volonté prononcée de les induire en erreur. J'ai quand même un petit peu le sentiment, peut-être que vous allez me détromper, qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de souci de l'honneur, parce que Peter Mandelson a démissionné. Nous, on a quand même des noms qui sont prononcés en France, comme celui de Jack Lang, par exemple, qui à 83 ans a été renommé à la tête de l'Institut du monde arabe par Macron, ce qui est absolument incroyable à tous les égards. Mais ça c'est en effet une particularité anglaise. Les carrières politiques finissent souvent... Epstein est un cas assez extrême, mais souvent sur des scandales de petits mensonges, de tromperies, et tous les médias se ruent sur le personnage concerné, qu'est-ce qu'il a su, quand est-ce qu'il a su, etc. Ça, c'est très typique. Et oui, il y a une culture de la démission, alors qu'en France, on peut voler les bijoux de la couronne au Louvre, et tout le monde au Louvre reste en place. C'est incroyable. Voilà, donc ça c'est une nuance que l'on peut en effet identifier entre les deux pays. Une nuance importante. Vu de Russie, de Chine, comment voyez-vous l'Occident? Est-ce que l'Occident est... Si ce qu'on pense à propos d'Epstein est vrai, eh bien ça montre une dégénérescence extrême, n'est-ce pas, des milieux politiques occidentaux, américains et européens. C'est vous, François, qui parliez dans une émission, je crois que c'était sur Tocsin, de la dégénérescence de notre système. Vous parliez de la similarité avec le système soviétique. Je pense que cette comparaison est très, très, très juste, parce que justement, dans les années, j'ai un peu connu l'Union soviétique dans les dernières années, et puis les autres pays de l'Europe de l'Est. Justement, c'était ça la caractéristique principale. Ce n'était plus l'idéologie, ce n'était plus, bien sûr, la révolution mondiale ou autre. La caractéristique principale, c'était que les gens sans aucune qualité, les gens plus que médiocres ou moins que médiocres, arrivaient au pouvoir et occupaient des postes complètement invraisemblables. Vous savez qu'il y a un film absolument excellent tourné il y a une dizaine d'années en allemand, un film allemand, Das Leben der anderen, la vie des autres, qui raconte une sale histoire de chantage pratiqué sur une personnalité du théâtre. Et à la fin, après la chute du mur, la personne concernée, qui a été la victime d'une tentative de chantage, rencontre le cadre du parti qui avait voulu le discréditer pour ensuite séduire sa femme, etc. Et il dit que des gens comme vous auraient pu gouverner un pays. Il s'étonne devant le fait que qu'un salaud aussi grotesque ait pu arriver au pouvoir. Et c'était ça le système communiste. Et nous y sommes en Europe aujourd'hui. La médiocrité. Nous avons des salauds au pouvoir, des salauds, des incompétents et des salauds. Pardonnez-moi de m'exprimer de façon informelle en français. Voilà qui est dit. Certains disent que l'affaire Epstein, ça serait fondé effectivement sur l'idée de ce que les Russes appellent des compromates, c'est-à-dire vouloir avoir un moyen de chantage, et certains font valoir que ça pourrait peut-être être organisé. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question pourquoi ça sort maintenant, et certains se disent est-ce que ça serait pas pour obliger Trump à intervenir en Iran contre sa volonté. Voilà. Et vous y croyez à ça? Comment vous... tout à l'heure, on a parlé déjà de Trump, vous avez parlé de Naomi Klein, la stratégie du choc. Est-ce que vous pensez qu'en effet, c'est, disons le mot, l'extrême droite israélienne
Parce que j'ai vu une vidéo Oui. d'Idriss Aberkan, d'Alexis Poulain et de Didier Maisto, Oui. qui faisait remarquer, ils ont épluché les dossiers, moi je ne l'ai pas vu, que dans ces dossiers Epstein, il est beaucoup question, il y a quelqu'un qui est attaqué beaucoup, qui est Ehud Barak, Oui. et il y a quelqu'un qui n'est jamais attaqué, c'est Netanyahou. Donc certains se disent, est-ce que c'est pas en fait aussi des luttes de pouvoir au sein de l'État israélien, et est-ce qu'il ne s'agit pas pour Netanyahou de forcer de faire une prise de judo pour forcer Trump à entrer en guerre contre l'Iran, parce qu'on a quand même le sentiment qu'il n'a pas envie d'y aller, quoi. Oui. Alors, c'est une explication possible, mais il n'y a pas que les Israéliens et les gens qui détiennent les papiers Epstein qui veulent le forcer à faire la guerre en Iran. Il y a évidemment beaucoup de gens au Congrès, beaucoup de gens au département d'État, dans tous les services américains qui le veulent aussi. Donc, est-ce que la publication est un signe d'une quelconque pression venant d'Israël ? Je n'en sais strictement rien. Simplement, pour revenir à cette affirmation absolument grotesque que ça serait les Russes, plusieurs choses sont claires. D'abord, nous ne savons pas d'où vient tout cet argent de Epstein. Ce n'est pas comme avec Musk ou avec Bill Gates ou avec un autre, ou Bezos ou avec un autre milliardaires américains. On sait ce qu'ils ont fait. Bezos a fait Amazon, Musk a fait Tesla et Starlink et autres, et X, et ainsi de suite. Nous savons d'où vient leur argent. Mais de quoi Epstein a-t-il fait son argent ? Il a mené un train de vie absolument incroyable, avec son île, avec une maison à Paris, une base à Londres, à New York, un peu partout. D'où venait cet argent ? D'autant plus que son ascension, il y a maintenant 20 ou 30 ans, était absolument fulgurante. Il est apparu de nulle part ayant été instituteur dans un lycée. Il aurait été trouvé, récupéré par, je crois à l'époque, par les Rockefeller, pour ensuite devenir visiblement un homme richissime. Alors, est-ce que c'était ses liens avec Maxwell, avec le père de Ghislaine Maxwell ? Sans doute. Ghislaine Maxwell, qui était la femme et qui est emprisonnée d'ailleurs. Oui, et son père d'Epstein. Est une personnalité très connue au Royaume-Uni. Il a fait, c'était un grand baron de la presse qui est mort dans des circonstances plus que suspectes et qui, on l'a retrouvé flottant dans l'océan. Voilà, dont beaucoup de gens disent qu'il était un agent du Mossad. Alors c'est ça le soupçon qui pèse sur Epstein, mais je n'ai pas d'éléments à vous donner là-dessus. Mais simplement, et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, quelle que soit la vérité, alors il faut se tenir à la vérité, mais quelle que soit la vérité, je pense que globalement, les gens inévitablement vont conclure que nous sommes gouvernés par des hommes et des femmes pourris. Oui, parce que ce qui est quand même frappant, c'est de voir le carnet d'adresses, si on peut dire, de ce type. C'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Oui. Avec, on a presque l'impression que des présidents des États-Unis, que des membres éminents de la couronne britannique, que des membres du gouvernement français, que dans le monde entier, tout le monde était à tu et à toi avec ce type. Il lui demandait même conseil parfois. Oui. Et quand ça, alors j'ai vu récemment, justement, suite à cette publication, quelques petites vidéos avec lui où il est en entretien avec je ne sais pas qui. On n'a pas du tout l'impression d'un homme particulièrement charmant ou intelligent ou captivant. Donc le mystère est plus profond encore. Mystère de sa fortune et mystère de sa personnalité. Comment se fait-il que cet homme, somme toute lui aussi assez médiocre, ait pu en effet tisser ce réseau extraordinaire de contacts ? La situation politique en France, vous la voyez comment maintenant ? Vous vivez en France depuis des années. Oui, je suis venu en France pour la première fois en 90 et j'avais écrit en 94 un livre sur la mort de la politique. Je croyais avoir cerné déjà à l'époque un déclin absolument systémique et irréformable, déjà sous Mitterrand, et nous sommes maintenant à plus de 30 ans après cela. Et ce déclin continue. Il continue et il s'accélère. La France vient de passer en dessous de la moyenne de PIB par habitant en Europe. En dessous de Chypre. Oui. Sa dette est plus conséquente que celle de la Grèce et de l'Italie, avec des taux supérieurs à ces deux pays, je crois. Donc le déclin est absolument terrifiant. Et puis,
ce déclin économique qui concerne toute l'Europe, je l'avais dit à l'université d'Automne, nous avons décroché, nous les Européens, non pas par rapport à la Chine, c'est une évidence, mais par rapport aux États-Unis. Nous étions, il y a 20 ou 25 ans, au même niveau à peu près que les États-Unis. Nous sommes maintenant au niveau des États les plus pauvres, les 48e et 49e États les plus pauvres. Oui. Donc ça, c'est absolument terrifiant. Mais malheureusement, en France, ce déclin est doublé, et ça, c'est malheureusement très français. Je pense que vous ne serez pas en désaccord avec moi. La France, traditionnellement, a beaucoup de mal à se réformer. L'Angleterre, contrairement à sa réputation, c'est la révolution permanente. C'est un système beaucoup plus fluide, beaucoup plus, tant sur le plan politique qu'économique. Ça peut entraîner sans doute aussi certaines faiblesses. Mais la France, typiquement, n'est-ce pas, repousse la réforme, et puis finalement tout se fait dans la violence et dans le sang, typiquement. Alors ce n'est pas le cas depuis bientôt 70 ans en France, mais le déclin économique est doublé, n'est-ce pas, en France, vous ne serez pas d'accord avec moi, par un déclin, ou plutôt un blocage total sur le plan politique. Tout est focalisé sur l'élection présidentielle. Un homme est élu pour 5 ans. Rien ne peut se passer entre son élection et la fin de son mandat. Et nous sommes, c'est pas à vous que je rappellerai, que nous sommes à bientôt 2 ans de la dissolution de 2024. Et en 2 ans, ou 1 an et demi, la France n'a toujours pas de budget. Enfin, c'est absolument grotesque. C'est un cas absolument grotesque de blocage politique. Mais ce blocage que l'on retrouve aussi dans d'autres pays, en Belgique, c'est pas beaucoup mieux. Oui. Et aux Pays-Bas, tiens, puisque... Oui, dans beaucoup de pays, ça se décline autrement, c'est vrai. Mais dans tous les pays, on vote comme on veut et rien ne change. Donc les Pays-Bas, en effet, avaient voté en 2024 pour la droite populiste anti-immigrationniste qui a été au pouvoir. Rien ne s'est passé. Avec Geert Wilders. Avec Wilders, rien ne s'est passé. Geert Wilders, pour les gens qui nous écoutent, c'est cet homme qui est permanenté là, avec, comment dirais-je, peroxydé. Avec la coiffure. Non, il n'est pas peroxydé. C'est sa vraie chevelure. Mais voilà, il a la chevelure de Mozart, enfin, comme s'il portait la perruque, mais ce n'est pas une perruque. Et donc, oui, rien ne change, puisque nos États européens sont, depuis au moins 10 ans, je vais dire les choses très brutalement, sous le contrôle des services de sécurité. Nous vivons une époque de sécurisation à outrance de la vie politique. Et quand je dis sous l'emprise des services, peut-être le savez-vous, peut-être ne le savez-vous pas, aux Pays-Bas, justement, en 2000, je crois que c'était l'an dernier, ou alors éventuellement en 2025, le ministre de la Santé, vice-premier ministre, une femme, a expliqué sans le vouloir qu'elle ne pouvait pas réaliser tel ou tel élément de sa politique, de son programme, à cause des obligations qui sont imposées à tous les États membres de l'OTAN, obligations secrètes. Et nos députés ont déposé des questions écrites, ont reçu, non sans un certain retard, une réponse écrite du gouvernement qui explique que oui, après la création de la coalition en juillet 2024, les ministres ont été convoqués par les services du pays et on leur a expliqué qu'il y a des obligations secrètes que tous les pays sont obligés de suivre dans tous les domaines, sous le nom de la résilience, de la préparation, etc. Et donc ça peut aussi toucher, par exemple, la politique de la santé. Mais qui sont fixés par l'OTAN. Par l'OTAN. Et à l'intérieur de l'OTAN, par qui, en fait? Il y a une structure qui s'occupe de ça? Non, je pense que c'est sans doute... Oui, enfin, c'est sans doute les services, je suppose, américains. Je n'ai pas d'informations sur les origines exactes de ces obligations, ni sur leur contenu, puisque justement, ce que les ministres ou la ministre néerlandaise a confirmé dans sa réponse écrite, c'est que les obligations sont secrètes. Elle n'a pas le droit de les divulguer.
Et cela, donc, c'est pour cela que vous avez 1000 fois raison, François Asselineau, depuis, ça fait quoi maintenant, bientôt 20 ans, de dire sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, puisque l'OTAN a une emprise sur nos politiques nationales, sans doute aussi forte, ou peut-être aussi forte, que l'Union européenne. Voilà la raison pour laquelle on vote comme on veut et rien ne change. Vous êtes tout à fait mûr pour adhérer à l'UPR, mais il est vrai que vous n'avez pas le droit de vote en France. Enfin, ça n'est pas une preuve. Pas aux élections nationales, non. Il y a eu quand même ces temps-ci quelque chose qui est un peu spécifique quand même, il me semble, à la France. C'est le discrédit, le ridicule complet que Macron a jeté sur le pays. Et on voit qu'il y a quand même, vous avez vu qu'en marge de Davos, il y a quand même eu l'annonce d'une alliance germano-italienne qui donne un peu le sentiment. D'abord, Mme Meloni ne cache pas la haine qu'elle éprouve à l'égard de Macron. En fait, c'est presque physique. Quand elle le voit, elle a pratiquement des mots comme si elle avait envie de vomir. On a l'impression quand même que les Allemands et les Italiens sont en train de s'entendre sur le dos de la France. Non seulement ce rapprochement, un rapprochement d'ailleurs également proche de Trump, mettant un terme à la volonté de Macron d'envoyer des troupes au Groenland ou d'envoyer voilà, donc ils ont calmé le jeu. Et puis aussi, ce qui se passe en Algérie, on voit que l'Italie et l'Allemagne sont en train de prendre des places que la France est en train de laisser dans les pays du Maghreb. On voit ça comment, vu de Londres, vous savez Vu de Londres, je ne sais pas. Enfin, moi, je vis en France, mais je constate qu'en effet, vous me demandiez tout à l'heure, vous me parliez tout à l'heure de ceux qui disent que la réponse c'est plus d'Europe. Et en effet, à Paris, le 6 janvier, donc il y a 2 ou 3 semaines, nous avons observé cette grande réunion de, je crois, 35 pays, la coalition des volontaires, qui devait en effet montrer que l'Europe était prête à prendre le relais, n'est-ce pas, en Ukraine. Eh bien, combien de pays sur ces 35 sont prêts à envoyer des troupes en Ukraine? La réponse, c'est 2, dont un non-membre de l'Union européenne. Cela en dit long sur la capacité réelle de cette Union européenne de faire quoi que ce soit. Et en effet, l'Europe, je crois, oui, la France se ridiculise, mais l'Europe en général se ridiculise. Avec, entre autres, cette proposition, puisque si, je ne pense pas que cela aura lieu, mais si la France et le Royaume-Uni envoyaient des troupes en Ukraine, ils pourraient en envoyer quelque chose comme 20 000, grand maximum. Il y a en Ukraine aujourd'hui au moins 500 000 soldats russes. En Ukraine, 500 000. Et sans doute beaucoup plus. Le chiffre de 500 000 a été donné par le général Kellogg peu après sa prise de fonction, on va dire en mars-avril 2025. Mais depuis, j'ai entendu des chiffres très supérieurs, genre 700 000. 700 000 troupes russes en Ukraine contre 20 000 franco-britanniques. C'est une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie. Vous voyez comment la fin de ce conflit en Ukraine? Vous avez des idées? Non, malheureusement, je pense que la fin est proche, mais je le pense depuis maintenant 4 ans. Incontestablement, la Russie est en train de gagner, lentement. Incontestablement, les pertes sont immenses. Des deux côtés? Des deux côtés. Les Russes, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que les Russes ont perdu au moins 200 000 hommes. Au moins 200 000 hommes. La Russie a une population de 140 000. Si c'était la France avec 140 millions, si c'était la France avec 60 millions, cela reviendrait à des pertes de 70 000 soldats français. C'est pas rien. 150 000 ou 200 000, c'est quand même un niveau de perte colossal que nous ne pouvons pas imaginer en Europe. Nous ne pouvons pas imaginer perdre. Nous ne les avons pas de toute façon, mais même si nous les avions, vous vous souvenez quand 7 soldats ont trouvé la mort en Afghanistan, Nicolas Sarkozy a fait toute une histoire, il s'est rendu à Kaboul, etc. Et bien sûr, je pense que les pertes côté ukrainien sont sans doute 2 ou 3 fois supérieures aux Russes. Donc c'est une guerre absolument terrible, mais je ne vois pas comment... alors, tout d'abord,
la stratégie européenne, elle est de prolonger la guerre pendant au moins 2 ans. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Sikorski, a évoqué les 2 ans, et c'est les 90 millions de dettes qui seront milliards qui seront prêtés par l'Europe, sans remboursement, sont censés durer 2 ans. Donc ça, c'est la stratégie, encore 2 ans, et dans 2 ans, l'économie russe va finalement s'effondrer. Ça, c'est le calcul européen. Enfin, c'est pas c'est pas la tendance que ça prend. On apprenait là, il y a quelques jours que les réserves de la Russie ont bondi, elles sont à 796 milliards de dollars. Avec le prix de l'or. Avec le prix de l'or notamment. On a appris que les exportations d'armements russes n'ont jamais été aussi élevées. Non, mais c'est un fantasme. Oui. Mais ça c'est la politique européenne. La politique européenne est de continuer la guerre, de mettre les bâtons dans les roues de Trump à chaque fois qu'il parle d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix. Les Européens sont contre. Ça, c'est sûr. Enfin, certains, parce que vous avez Orban, vous avez Oui, bien sûr, mais l'Europe globalement. Mais bien sûr, je n'y crois pas un seul instant. Ceci dit, je pense que les Russes, il me semble en tout cas que les Russes seraient heureux de pouvoir déclarer la victoire et d'arrêter la guerre. Oui, bien sûr. Parce que, encore une fois, les pertes sont très importantes. Mais quelle en sera la suite je n'oserais pas faire de prédiction. Peut-être que ça finira cette année. Peut-être. Si Trump ne joue pas un jeu d'échecs à 3 ou à 4 dimensions, c'est quand même lui qui dit qu'il veut mettre fin à la guerre. Il faut le croire sur parole, enfin plus ou moins. Je ne vois pas comment les Européens pourront continuer cette guerre au-delà de, par exemple, 2026. Ça me semble difficile. Si vraiment les Américains sont déterminés à mettre fin. Oui, on a d'ores et déjà, d'ailleurs, je crois, dépassé la durée de la Première Guerre mondiale, il me semble. Oui. Et c'est quelque chose. Et la seconde, oui. John, pour terminer cet entretien passionnant, on a quand même le sentiment d'un vent mauvais qui souffle sur le monde occidental et sur l'Europe, y compris en matière de liberté publique. En France, il y a quand même ce projet de loi sur l'interdiction d'accès à Internet pour les mineurs de moins de 15 ans. Le problème, c'est comment fait-on pour savoir s'il y a quelqu'un à moins de 15 ans sans lui demander sa pièce d'identité. Et si on lui demande sa pièce d'identité, à ce moment-là, on relève les informations. Enfin, lorsqu'on va aux États-Unis, moi je me rappelle quand j'étais allé à Tahiti il y a quelques années, pour aller de Paris à Tahiti, il y a un stop à Los Angeles. Et jadis, on pouvait rester sous douane, donc en transit. Maintenant, on est obligé, comme tous les vols en transit, de sortir, d'entrer sur le territoire américain pour re-rentrer. Mais en faisant ça, on est obligé de passer devant des systèmes d'enregistrement biométriques, le visage, etc., de telle sorte que les États-Unis se sont constitués des bases de données considérables. Est-ce qu'on ne va pas vraiment vers un système de 1984 avec le pass numérique, avec des choses qui sont affolantes, et où sont passés les intellectuels de gauche en France, où sont passés cette capacité du peuple français à se rebeller. C'est quelque chose pour... On a un peu le même âge. Enfin, l'évolution de la France, des choses qui seraient inimaginables dans les années 70. Maintenant, on a l'impression que le peuple français est devenu apathique. Est-ce que c'est la même chose au Royaume-Uni ? Oui, et justement, d'ailleurs, on parle d'interdire X, par exemple, au Royaume-Uni. Et ça, c'est un énième élément de preuve que les gouvernements, d'une manière ou d'une autre, sont coordonnés. On voit les mêmes initiatives au même moment dans tous les pays. Et souvent les mêmes slogans, les mêmes expressions utilisées pour vendre telle ou telle politique. Je répète ce que je viens de dire sur la sécurisation. Oui. Je pense que c'est un concept qu'il faut vraiment mûrir. Je suis persuadé que les services de renseignement sont profondément impliqués dans les formulation et dans la mise en œuvre des politiques dans nos différents pays. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis, leur histoire de transit. Pour la liberté d'expression, par exemple, puisque vous évoquez ça indirectement avec la question de l'interdiction éventuelle
de l'accès au réseau. Nous avons observé les fameuses sanctions imposées contre Xavier Moreau, que nous connaissons, que je connais, que vous connaissez, et Jacques Beau, que je ne connais pas, mais dont j'apprécie les commentaires. Décision absolument terrible de tous les points de vue, puisque c'est une procédure, je suis sûr que vous le savez, le dispositif légal, la décision du Conseil de 2024 qui rend possible ces sanctions-là, celles qui ont été appliquées à Xavier Moreau et à Jacques Beau, la décision cite pour justifier son action un rapport, bien sûr, qui vient lui aussi des institutions de Bruxelles, qui explique qu'il faut lutter aussi contre des activités qui ne sont pas illégales. Donc les sanctions sont prises contre des activités qui ne sont même pas illégales. En fait, c'est le retour aux lettres de cachet. C'est ça. Où on envoie à la Bastille, car tel est notre bon plaisir. C'est ça. Et cela est dû au fait que de plus en plus, les services de sécurité, je répète, sont intégrés dans la prise de décision politique. En 2016, et je pense que beaucoup remontent à 2016, il y avait un débat au Parlement européen sur la propagande, sur la communication stratégique de l'Europe. Alors l'Europe, l'Union européenne, a un directorat général pour la communication. Mais qui a parlé au nom de la Commission dans ce débat? Ce n'était pas le directeur général de la communication, c'était le commissaire pour la sécurité, qui en l'occurrence était un Britannique. Comme si la guerre de l'information était une vraie guerre. Et au Royaume-Uni, nous avons observé, au moment du Covid, que l'armée britannique, qui a une brigade, un régiment d'opérations psychologiques, brigade 77, le chef d'état-major des armées britanniques s'est vanté de l'implication de cette brigade dans le contrôle de l'information et dans la lutte contre la désinformation. Donc nous avons des éléments de preuve concrets de l'implication des armées, des services de renseignement des armées, sans doute aussi les autres services, dans, je répète, la gestion, la prise de décision politique et dans la gestion de la politique. Et tout est une menace aujourd'hui, n'est-ce pas? La santé, le Covid, le virus, le climat, la Russie, n'est-ce pas? Tout est abordé sous le prisme de menaces et de guerre. C'est vrai. Et ça, c'est évidemment, c'est terrible, évidemment, c'est la mort du politique, c'est la mort de la politique, c'est la mort du droit, c'est la mort de la civilisation. Ça fait penser, oui. Ça fait penser au régime Ceausescu en Roumanie avec la Securitate. Voilà. On est dans un régime de Securitate. Mais tous ces sécurité, KGB, c'est sécurité aussi. Sécurité. Le B, c'est sécurité en russe. Ah oui. Donc tous les services de l'ancienne Europe de l'Est avaient sécurité. Stasi, c'est sécurité d'État. Securitate, c'est sécurité. KGB, c'est Staatssicherheit. Et ainsi de suite. Les Tchèques, STB, Státní bezpečnost, c'est systématiquement sécurité. Eh bien, nous y sommes. Nous parlions de l'analogie avec le système soviétique. Nous y sommes aussi de ce point de vue-là. Donc, nous y sommes au niveau de la médiocrité terrifiante des dirigeants, de la sécuritarisation de la politique et bien sûr de l'idéologie. Et cette sécurité, c'est ce qui... On comprend par exemple sur l'affaire, on conclura peut-être là-dessus, sur les Epstein Files, dont on commence à voir la partie émergée de l'iceberg, et il y a encore un tiers qui n'a pas été publié, on voit bien que les médias font tout pour étouffer le truc et que ça ne se diffuse uniquement par les réseaux sociaux. On comprend l'intérêt qu'il y a en fait à interdire les réseaux sociaux, mais au nom de la sécurité, favoriser en fait une espèce d'hyperclasse qui mène des menées criminels, en fait. Oui, et encore une fois, Emmanuel Macron veut protéger les jeunes contre les réseaux sociaux. Donc tout est en forme de sécurité. La communication, on débat de la communication par un commissaire de la sécurité. Et ce chef d'état-major des armées britanniques, en 2020, a lui-même cité, et là, si vous voulez, ça résume, ce propos résume vraiment le cancer dont nous souffrons. Il a cité ce général, un journaliste, lui aussi d'ailleurs, je pense, payé par les armées, qui disait que la guerre des mots est plus importante que la guerre des chars. C'est quand même grotesque. Et c'est faux.
La guerre des chars ou la guerre des balles est évidemment beaucoup plus importante que la guerre des mots. Mais nous sommes arrivés à ce point d'illusion et d'illusionnement que nos élites croient en effet que la guerre des mots est la guerre la plus importante de toutes. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci, John. C'est pas très riant. Vous savez qu'il y aura bientôt une élection présidentielle en France. Je vais essayer, comme vous le savez, de me présenter. Mais évidemment, dans des conditions d'adversité extraordinaires, mais on le verra certainement, à quel point les médias français sont verrouillés. Au bout du compte, il y a quand même un problème de fond. Je pense que c'est vrai aussi du peuple britannique. C'est vrai du peuple français. C'est que, en fait, c'est dans le pouvoir du peuple aussi que résident les choses. Il y a une espèce d'apathie qui a été mise dans la tête des gens et qui fait qu'on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. L'État sécuritaire fait peur aux gens pour mieux les contrôler. Dans les années 60, à la télévision, à la BBC, il y avait une très belle série tournée par un homme très érudit, un historien de l'art, la série s'appelle Civilisation. Ah oui. Et elle est très connue, elle est magnifique. Oui, j'avais vu. Et à un moment, il définit la civilisation avec un seul mot, il dit que c'est le courage. Et une civilisation meurt au moment où elle n'a plus de courage. Et si nous sommes découragés, c'est parce que nos États sécuritaires nous font systématiquement de la peur et jouent sur la peur pour avoir plus de pouvoir selon le modèle obésien. Ça, c'est parfait comme conclusion et ça donne à réfléchir. Il y a toujours à réfléchir avec John Loveland. Vous êtes le bienvenu toujours à l'UPR TV. Merci beaucoup et merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Vous plussez, si vous avez trouvé ça bien, vous laissez un commentaire pour améliorer le référencement. Vive le Royaume-Uni, vive la France et puis vive des peuples souverains et redevenus libres. Merci à tous. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.